Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Speicher et dire quelques mots. Déjà, vous êtes née en Allemagne. Vous avez étudié l'architecture à l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville, en France, hein, très connue, et l'Université de Hanovre, en Allemagne. Donc, voilà, c'est quelque chose de mixte entre la France et l'Allemagne. Et c'est très bien parce qu'on est dans une conférence internationale hein, depuis 3 jours. Vous êtes installé en France depuis 20 ans. Vous êtes associé principal du bureau français de Baumschlager Eberle Architekten depuis 2012. Et à côté d'un groupe de 12 autres associés dirigés par Dietmar Eberle, vous siégez au conseil d'administration de Baumschlager Eberle Architekten Holding, un groupe de 11 bureaux en Europe, en Asie. Et puis, on peut dire quoi? Allez, en 2021, vous avez livré avec succès la résidence Félix Éboué dans le 12e arrondissement de Paris. Et vous travaillez aussi à la réhabilitation de l'ancien siège social de Peugeot dans le 16e arrondissement de Paris. Et bien entendu un projet qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire. Mais je crois que vous avez juste quelques autres projets très récents. Peut-être vous nous en dites un mot ou dans le cours de... D'accord. Eh bien, donc je vous passe la parole et vous remercie en tout cas de nous avoir rejoints aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir faire partie de cette série de conférences internationales par rapport à la question qui nous préoccupe tous. Quelle peut être vraiment la contribution de l'architecture par rapport à la protection du climat. Et quelques mots peut-être avant de commencer pour vous dire qui nous sommes, même si Bruno l'a déjà très bien dit. Mais l'agence a été créée en 1985 par donc Dietmar Eberle et Carlo Baumschlager dans le Vorarlberg en Autriche, et cela dans un contexte économique assez tendu dans les années 80. Aujourd'hui, c'est une des régions les plus prospères économiquement, mais il y a 40 ans, c'était différent. Et de ce contexte un peu tendu, mais aussi du contexte géographique, la montagne, la limitation des ressources disponibles pour construire à la montagne, le climat parfois un peu rude. Donc de ce contexte sont nés les fondamentaux de notre travail qui soulèvent encore aujourd'hui toujours ces mêmes questions. Comment utiliser de manière raisonnée les ressources à notre disposition, comment utiliser les matériaux locaux et assumer les identités régionales. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, nos racines culturelles, nos racines géographiques, et comment faire que les bâtiments aussi soient aimés, parce que c'est pour nous aussi une clé pour une architecture durable. Et tout cela explique aussi la raison pourquoi nous travaillons là où sont nos projets. Donc dans plusieurs endroits différents, majoritairement quand même en Europe. On se comprend comme vraiment une agence fondamentalement européenne pour acquérir des connaissances locales tout en partageant évidemment aussi un savoir-faire global. Je vous parlerai aujourd'hui de 4 projets très différents, mais qui ont tous un vecteur commun. Comment on peut minimiser l'empreinte carbone. Bon, c'est normal, c'est l'objectif du cercle de conférence. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler 1 minute ces chiffres du Conseil international du climat qui nous dit que la contribution des émissions de gaz à effet de serre liées à la maintenance des bâtiments est de 18%. Et ce que le schéma ne montre pas très bien, c'est qu'un tiers des émissions de CO2 de l'industrie sont également liées aux bâtiments. C'est la fabrication des bâtiments. Donc si on fait la somme, il y a plus qu'un tiers de toutes les émissions de CO2 globales dans le monde qui sont liées à l'architecture ou à la construction, à la fabrication et à la maintenance. Et donc, il y a un premier constat à faire, c'est que vraiment l'architecture, le bâtiment, est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre.
Il y a un deuxième phénomène ou un deuxième problème assez important. Si vous regardez la ligne bleue, c'est la première ligne dans le graphique en bas, elle montre que la croissance des revenus moyens aujourd'hui, elle montre la croissance de revenus moyens en comparaison avec la ligne rouge qui est au-dessus du coût de l'immobilier. Et comme vous pouvez voir, ces deux lignes se développent très différemment. Il y a beaucoup de tensions sociales et c'est une évolution que nous pouvons observer en parallèle dans nombreux de pays. Et si nous regardons les raisons pour cette augmentation du coût de l'immobilier, bien sûr, il y a le prix du terrain. Ça, nous, les architectes, on ne peut rien faire. Mais nous observons aussi un autre facteur qui contribue à la hausse de l'immobilier, c'est qu'il y a de plus en plus de technologie. Et ce n'est pas forcément le coût d'investissement dans cette technologie qui coûte cher, mais c'est souvent aussi sa maintenance. Donc, par conséquent, nous, chez Baumschlager Eberle, nous nous sommes posé deux questions. Premièrement, comment rendre les bâtiments plus efficaces en coût de maintenance pour les utilisateurs, pour les habitants. Et deuxièmement, comment on peut augmenter le confort d'un bâtiment tout en réduisant l'impact des émissions de CO2. Et je veux commencer par un exemple, un bâtiment de recherche sur le campus de l'ETH de Zurich. Pour ceux qui ne connaissent pas cette université prestigieuse, c'est un petit peu le MIT en Europe, je pense on peut dire ça. Et c'est un projet qui date un petit peu aujourd'hui, c'est un projet que nous avons construit il y a 10 ans. Mais encore aujourd'hui, c'est le bâtiment le plus performant énergétiquement sur le campus. Et c'est également le bâtiment le plus performant en termes d'acceptation sociale. Ça veut dire les étudiants, les professeurs, tout le monde aime ce bâtiment. Et je le rappelle, vraiment ça aussi, c'est une valeur extrêmement importante quand on parle de durabilité. Pendant plus que la moitié de l'année, il n'y a pas de soleil direct sur cette façade en verre. Donc la vraie peau étanche, elle est en verre. Il y a beaucoup de lumière, mais pas de soleil. Et bien sûr, c'est à cause de la profondeur de la façade. On pourrait dire aussi que c'est une conception bioclimatique. Donc ça, c'est un peu un premier aspect, sa conception architecturale. Mais en parallèle de la question de la conception, nous avons ici inventé pour la première fois un système qui fait que lorsque quelqu'un ouvre une fenêtre, tout support mécanique s'arrête, tout support de rafraîchissement, de traitement d'air. Et lorsque la personne referme la fenêtre, tout support énergétique reprend. C'est des capteurs dans les fenêtres qui régulent ça. Et ce bâtiment, pourquoi je commence avec celui-ci, ce n'est pas encore très étonnant, mais pour nous, c'était vraiment la première étape pour se dire qu'il est possible de minimiser de plus en plus le dimensionnement des équipements techniques afin de revenir à des solutions plus architecturales, plus géométriques par rapport à la question de la performance énergétique. Deuxième projet, donc ensuite en parallèle de la question comment on peut minimiser les équipements techniques, nous avons commencé à travailler sur des modes constructifs décarbonés comme la structure bois. Seulement en France, l'agence travaille aujourd'hui sur une quinzaine de projets en structure bois et notre première réalisation était dans le quartier des Batignolles à Paris. Là, il y a le pointeur qui ne marche plus. Ah si, pardon. C'était notre première réalisation à Paris, donc dans le quartier des Batignolles. C'était un immeuble de bureau, donc une architecture d'usage, ou ce que nous appelons aussi l'architecture du quotidien.
Et sa structure primaire est entièrement en bois. C'est une vraie structure, elle n'est pas hybride. C'est-à-dire, vous le voyez peut-être ici sur l'image, poteau-poutre bois, plancher en bois, l'ossature en bois. Il y a juste le rez-de-chaussée qui est en connexion avec l'ouvrage de pont de la SNCF qui est en béton. Et ce bâtiment, c'est 2300 mètres cubes de bois. Qu'est-ce que ça veut dire 2700 mètres cubes de bois? C'est 520 tonnes de CO2 captées. Et si on l'avait construit en béton, c'est une économie équivalente de CO2 de 2900 tonnes. Bon, tout ça, c'est beaucoup de chiffres. En tout cas, quelqu'un s'est fait la peine pour le mettre un peu en relation. Et c'est un peu comme si on avait planté 1500 arbres. Donc, c'est quand même assez incroyable. Mais je vais vous dire ce qui rend, voilà encore une photo de la structure bois, qui d'ailleurs c'était un chantier formidable, très silencieux aussi. De temps en temps, on entendait un petit marteau, mais pas d'utilisation d'eau, donc il y a plein de conséquences en plus avec le bois. Mais je vais vous dire ce qui diminue véritablement l'empreinte carbone de ce projet ou même d'autres projets. C'est parce que c'est la longévité, encore une fois, un projet qui va vivre 100 ans, 200 ans, 300 ans sans modification substantielle. C'est ça ce qui est le mieux pour le bilan carbone. Et pour ce projet ici à Clichy-Batignolles, nous avons conçu la structure porteuse indépendamment de la question du bois, d'une manière très simple, afin de permettre une véritable réversibilité dans le temps. Donc, vous voyez, il y a un noyau central, 3 noyaux accessoires, puis bon, bien sûr, la façade qui est porteuse aussi. Et c'est ça pour vraiment garantir une flexibilité maximale pour, bien sûr, en usage bureau, un utilisateur, 2, 3, et même de pouvoir concevoir des appartements dans le futur. On le sait que nos usages ont de moins en moins de durée de vie. Il est donc vraiment important pour tous les projets de regarder la question de la réversibilité, de la flexibilité, afin de garantir la longévité des structures. Bien sûr, la manière la plus responsable, c'est de ne plus construire. Mais c'est surtout, tout le monde en parle actuellement aussi, de ne plus démolir et de créer des milliers de tonnes de déchets. C'est un peu ce que nous appelons recycler la ville. Donc j'arrive un peu au troisième projet. Les 5 dernières années, nous avons travaillé sur la restructuration de l'ancien siège de Peugeot, avenue de la Grande Armée à Paris. C'est un bâtiment des années 60. Au début, la maîtrise d'ouvrage souhaitait démolir ce projet parce que son expression architecturale semblait un peu périmée, un peu trop autoritaire, trop liée aussi à l'image de Peugeot pour donner une autre identité à une vie future. Mais finalement, tout le monde a pu être convaincu de la valeur de ce patrimoine du XXe siècle parce qu'indépendamment de sa question d'identité, ce projet avait le grand avantage de répondre exactement à ce que je vous montrais avec le projet précédent. Il permettait vraiment tout usage. Bureau, logement, hôtel, par la profondeur qui n'était pas très épais de cette structure le long de l'avenue. Donc tout le monde a dit non, on devrait pouvoir faire quelque chose d'assez formidable avec ce projet. Pour l'expression architecturale de sa façade, l'idée était de respecter cette maille en cadre de béton porteur, mais bien sûr de la rénover thermiquement, c'était un sujet, mais aussi de la rendre architecturalement plus vibrante en intégrant une sorte de topographie sur ces 110 mètres de linéaire de façade. Et pourquoi je vous montre ça ? Parce que la façade, pour nous, était le premier indice pour réaliser un projet avec une ambition unique de réemploi. Dans le cadre des fenêtres, dans les cadres de béton des fenêtres, c'est un peu la façade existante que vous voyez ici, il y a des allèges en granit noir
Et nous devions de toute manière déposer ce granit noir pour désamianter les allèges, aussi parce qu'on voulait rendre la façade plus claire, plus transparente. Mais du coup, nous recyclerons ou nous avons recyclé, parce que c'est déjà fait, parfaitement ce granit-là pour en faire le nouveau sol de cette grande galerie à rez-de-chaussée. Et c'est vraiment un bel exemple comment on peut réutiliser les matériaux sur site, mais sans transformation, sans action supplémentaire. Donc ce granit, il est vraiment magnifique sur ce plancher, sur ce forum de 1500 mètres carrés. Ça, c'est un exemple dans ce projet-là. Mais une rénovation veut évidemment dire qu'il y a des déchets. C'est inévitable. Et ici, tout ce qui... Attendez. Voilà. Et ici, tout ce qui... c'est une photo du curage, après le curage. Mais ici, tout ce qui semble être du déchet est en vérité une source de recyclage. 92% de tout déchet du curage de ce projet, 92%, hein, on parle à peu près de, je peux vous redire, même si ça ne veut pas dire grand-chose, c'est 5400 tonnes, il y avait quand même beaucoup de déchets, mais 92% ont été recyclés pour la fabrication de plâtre, pour la fabrication de verre recyclé, pour la fabrication de panneaux de particules, ou encore pour des remblais de carrière. Et si je reviens, par exemple, aux matériaux que nous avons utilisés in situ, comme le granit que vous venez de voir tout à l'heure, plus que 80 tonnes ont été réemployées sur site, et seulement cette petite partie de réemploi permettait déjà d'économiser 400 tonnes de CO2. Donc, si vous vous rappeliez du projet en structure bois tout à l'heure, c'était 520 tonnes, 1500 arbres. Donc, on pourrait dire ici, c'est l'équivalent vraiment d'avoir planté 1200 arbres. Voilà une autre manière aussi de minimiser l'empreinte carbone. La rénovation avec une vraie ambition de réemploi. Et ce qui m'emmène un peu au quatrième projet, qui est peut-être le plus complet pour aujourd'hui. C'est un projet assez radical parce qu'il a tout simplement plus d'équipement technique du tout. Vous vous rappeliez, la maintenance des bâtiments coûte non seulement cher, mais est aussi responsable de 18% de notre empreinte carbone globale sur Terre. Donc, en conséquence, nous avons commencé à travailler sur une stratégie pour optimiser les bâtiments uniquement avec des solutions architecturales et géométriques pour ne plus devoir chauffer, pour ne plus devoir refroidir. Et vous savez que la technique, elle a vraiment une durée de vie assez courte. Les équipements techniques, souvent, après 15 ans, il faut les remplacer, il faut les maintenir tout le temps. Donc, en 2014, nous nous sommes lancés à construire pour nous-mêmes, en Autriche, ce bâtiment qui s'appelle 2226. Parce qu'à l'intérieur, la température est toujours entre 22 et 26 degrés, et cela sans équipement technique. Hiver, été, tout pareil. Et je vous montre un peu des graphiques après. Et encore une fois, nous y arrivons vraiment avec uniquement la conception architecturale, aussi avec les matériaux utilisés, l'inertie, que je vous explique aussi par la suite, et aussi en rendant le bâtiment plus intelligent. Il y a un système de contrôle. C'est un bâtiment de 2500 mètres carrés, donc c'est un petit bâtiment. Et aujourd'hui, on a à peu près, on a construit 5 autres de ce type-là, et nous avons à peu près une vingtaine de projets de ce type-là en étude, et notamment on en construit un à Lyon-Confluence avec Nexity. C'est un cube parfait, c'est un peu l'archétype architectural, 24 mètres de haut, 24 mètres de large, 24 mètres de long. Le site est assez intéressant. C'est évidemment en Autriche, dans le Vorarlberg, donc la partie un peu enclavée entre l'Allemagne et la Suisse, à l'est du lac de Constance.
Le climat ici est très continental, ce qui signifie que le site peut subir des variations de température assez importantes dans l'année, mais aussi dans la journée. Les hivers sont très chauds, pardon. Les hivers sont très froids, les étés sont très chauds. L'utilisation du bâtiment, je crois que l'utilisation du bâtiment est mixte. Il y a un rez-de-chaussée avec un restaurant, avec une galerie d'art. Il y a 3 étages de bureaux, 2 étages d'appartements. Donc, on repense aussi un peu la question du multi-usage, de la réversibilité. Donc, le plan lui-même, il est vraiment neutre. Il peut accueillir tout usage. Aujourd'hui, lorsque vous calculez très correctement un bâtiment moderne, en utilisant du bon vitrage, des matériaux, on va dire, raisonnables, un pourcentage aussi raisonnable d'ouverture, des choses comme ça, vous allez découvrir que seulement 20% de la demande énergétique d'un bâtiment est liée à la température extérieure. Mais 80% de la demande d'énergie est liée aux personnes, à l'usage, à l'utilisation du bâtiment. Et ce graphique de température montre une simulation de ce bâtiment-là, du 22-26, inoccupé. Donc, uniquement, vraiment, ça mesure le bâtiment vide tel que nous l'avions conçu. Et étonnamment, la température intérieure, donc extérieure, c'est les petits traits bleus. Intérieure, c'est la ligne verte, j'espère que vous pouvez la voir. Et étonnamment, la température intérieure est toujours supérieure à 0 degré pendant les saisons froides. Et encore une fois, là, ici en Autriche, on peut avoir des hivers où il fait vraiment moins 15 sans problème. Et on peut voir aussi la ligne verte, elle reste toujours assez fraîche, en dessous de 20 degrés pour des saisons très chaudes. Et c'est ça un peu le premier pilier de cette conception-là, que grâce à la géométrie, à la compacité, à des matériaux utilisés de ce bâtiment-là, nous optimisons déjà le départ de ce bâtiment. Donc, je disais que... voilà, j'espère que c'est... Bon, attendez. Ouais. J'arrive pas à voir si... Voilà. Donc, je vous disais que 80% de la consommation, de la demande de consommation énergétique est liée aux personnes, à l'usage du bâtiment. Et ce graphique de calcul de ce bâtiment montre le bâtiment maintenant occupé. Mais encore sans ce système de contrôle, je pense on peut dire GTB aussi en français. Et nous nous approchons de la zone de bien-être. La zone de bien-être, c'est la grande barre grise où on voit que la température est toujours entre 22 et 26 degrés. Et pourquoi nous approchons? Parce que nous, les hommes, nous avons un impact sur les bâtiments. Lequel? Donc tout d'abord, nous apportons tous de la température avec nous. On chauffe plutôt mal, mais on arrive quand même avec à peu près 80 watts par heure. Donc dans le bureau, c'est pour ça qu'il faut toujours refroidir, parce que plus il y a des personnes dans un espace, plus évidemment l'espace se chauffe. Deuxièmement, pendant une journée, nous perdons 1 à 1,5 litres d'eau. Donc, nous apportons donc beaucoup d'humidité aussi dans les espaces. Et troisième point, le plus critique certainement, c'est que nous faisons évidemment le contraire des arbres. Nous prenons l'oxygène à la pièce et rendons le dioxyde de carbone. Donc, nous voulions créer un bâtiment qui réagit à ces impacts, ce qui signifie physiquement combien de mètres cubes d'air frais avons-nous besoin en 1 heure et comment se situe l'air frais par rapport à la température et aux 80 watts que nous apportons. Et le résultat, entre des solutions purement architecturales ensemble avec l'occupation du bâtiment, ensemble maintenant avec ce système de contrôle qui maintient en équilibre le bâtiment,
donne ce graphique de température. Et ça, maintenant, c'est de la data mesurée dans le bâtiment qui montre que la température intérieure reste d'une manière étonnante assez constante entre 23 et 24 degrés. Et c'est vraiment la data maintenant mesurée sur les 8 dernières années. L'objectif principal de la construction d'un bâtiment de ce type n'est pas de négliger la technologie. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'intelligence aussi dans ce bâtiment ou de s'en passer complètement. L'objectif est avant tout vraiment d'augmenter le confort et le bien-être du bâtiment. Excusez-moi, mais j'ai toujours un peu... Voilà. Bon, c'est un peu... une image. Donc la question, c'est un petit peu que peut faire en vérité ce bâtiment. Donc premièrement, voilà, il peut s'ouvrir et se fermer tout seul. Ce sont ces fenêtres, ce sont les fenêtres avec ces volets de confort qui sont contrôlés par un logiciel. Bien sûr, bon, le bâtiment peut allumer aussi automatiquement et éteindre sa lumière selon l'usage. Voilà. Mais le bâtiment peut ouvrir ses fenêtres ou les fermer, toujours en relation avec notre comportement, donc avec le comportement des individus. Dans chaque espace, on peut surveiller l'impact des occupants par rapport à l'espace. Donc l'occupant, il peut également observer la teneur de CO2, la température, l'humidité de l'air. Et encore une fois, c'est vraiment la facilité d'usage, elle est très importante. Si vous voulez changer quelque chose, vous avez envie d'ouvrir la fenêtre, vous pouvez intervenir sur ce tableau-là. Les fenêtres s'ouvrent, le bâtiment ou l'algorithme dans l'intelligence le rectifie par la suite, tout le long de la journée ou aussi la nuit d'ailleurs. Et vraiment, le secret, c'est vraiment dans l'inertie que le comportement de ce bâtiment est tellement long, parce qu'on nous pose souvent la question aussi, qu'est-ce qui se passe avec les canicules ? Et maintenant, sur 8 ans, on a vraiment tous les datas, que la chaleur arrive, le bâtiment met tellement longtemps à devenir chaud que la canicule, après 2 semaines, elle est déjà passée, le bâtiment a pris peut-être un demi-degré. La construction, elle est assez simple. Tout ce qui est horizontal est en béton. Les dalles, c'est le stockage le plus important pour maintenir cette masse active. Il n'y a pas de plafond suspendu. L'espace doit être vraiment en contact direct avec le béton, avec l'inertie. Et tout ce qui est vertical est en briques. Donc on peut se poser aussi la question, est-ce que ce bâtiment est mieux isolé que d'autres bâtiments aujourd'hui ? Et vous devez savoir aussi que ce bâtiment n'a pas d'isolant ajouté. C'est juste vraiment les briques de carottage vertical standard qu'on utilise normalement. Et c'est le vide des briques, l'air, qui apporte suffisamment d'isolation. Il y a toutefois une différence que vous voyez sur la photo à gauche. Les briques sont mises en place dans une double couche et donc le mur extérieur a une épaisseur de 72 cm, donc c'est assez épais. Sur la brique, il y a l'enduit à la chaux, produit avec des pierres des montagnes locales. L'enduit à la chaux devient vraiment dur comme de la pierre avec le temps, parce qu'on a tous peur un peu quand on entend enduit. Vraiment, l'enduit à la chaux est magnifique. Il joue avec la lumière et grâce à ces agrégats biosourcés, il contribue également à minimiser l'empreinte carbone. Et peut-être on peut dire aussi que les matériaux vraiment jouent un rôle majeur dans la création d'un environnement confortable, et ils partagent tous la même caractéristique. Ils sont capables d'absorber et stocker une certaine quantité de chaleur et puis de libérer cette chaleur ainsi que de l'humidité dans l'espace.
Et d'ailleurs, tous les matériaux ici sont disponibles localement. Ils proviennent tous d'un périmètre à peu près de 30 km autour du village. Et aussi, tous les matériaux utilisés dans ce bâtiment sont naturels, sans émergence toxique, ce qui veut dire, par exemple, que dans ce bâtiment, il n'y a nulle part de la peinture. Tout est blanc. Tout est blanc, mais c'est encore une fois l'enduit à la chaux. Donc, ce bâtiment 22-26, sans aucun équipement technique, encore une fois, pas de chauffage, pas de ventilation, traitement d'air, conduit à une réduction de la consommation d'énergie de plus que 60%. Et grâce à cette stratégie sans équipement technique du bâtiment, les coûts de construction, évidemment, sont aussi moindres parce que vous enlevez une grande partie qui aujourd'hui aussi coûte très cher. Sur ce bâtiment, c'était en Autriche entre 20 et 25%. C'est vrai pour les bureaux, c'est moins vrai pour les logements, il faut le dire aussi, parce qu'il y a tout simplement moins de techniques dans les logements au départ. Mais la vraie valeur importante, c'est le coût du cycle de vie qui est, croyez-le ou pas, est 50% inférieur aux bâtiments comparables. Et c'est ça ce qui représente vraiment un changement radical et offre une nouvelle perspective pour des réalisations futures. Et je voudrais juste conclure avec ce mobilier, avec cette table en bois massif que notre fondateur Dietmar Eberle a conçu pour l'immeuble 22-26. C'est une table de 4 mètres de long, donc c'est une très grande table, mais elle est faite sans vis, sans glue, sans colle. Donc elle a vraiment été assemblée comme on en a fait il y a, je sais pas, 200 ans, pour dire que nous devons tous nous réapproprier comment assembler les choses. Nous devons tous nous réapproprier un savoir-faire, comment l'architecture pure peut contribuer à un véritable changement pour protéger notre climat. Merci.